J'aime beaucoup cette photo de Cecil Beaton. On voit bien quand même Helena Rubinstein dans toute sa gloire, avec sa marque de fabrique, son chignon, son maquillage, ses bijoux, ses boucles d'oreilles. Elle est née à Kazimierz, dans le quartier juif de Cracovie, dans une famille juive orthodoxe. Elle était l'aînée de 7 filles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette petite jeune fille s'est émancipée et de ce milieu juif orthodoxe où en fait elle était destinée à se marier et à avoir de nombreux enfants comme sa mère. Oui. Et elle a refusé. Donc c'est vraiment un modèle d'émancipation des femmes. L'Australie, où elle part en 1896, tu te rends compte, quand elle a 24 ans, elle est toute seule, elle n'a pas de chaperon. Et ça commence par une légende familiale qui apparemment est vraie, c'est que sa mère avait l'habitude de protéger la peau de ses sœurs et d'elle-même avec une crème de beauté qu'un pharmacien ou un chimiste de leurs amis avait inventée. Et quand elle est partie en Australie, sa mère a peut-être eu des remords. En tout cas, elle lui a mis 12 petits pots de crème. Et c'est comme ça que naît finalement cette histoire. L'histoire de Helena Rubinstein et de sa première crème. Elle a voulu effectivement rendre toutes les femmes belles, c'était vraiment sa mission. Elle a voulu rendre ça accessible à tout le monde. Elle est allée à Melbourne, elle a rencontré des gens qui l'ont aidée, et puis tout de suite elle a lancé sa crème en 1901, donc Valaz. Elle vendait sur des étals, sur des marchés, c'est ça, hein. Et puis en Australie aussi, elle rencontre ce qu'on l'a vu tout à l'heure, son mari, Edward Titus. Ils ont commencé à se fréquenter, elle l'a engagé pour écrire ses publicités, ses réclames. Là, il a été très très bon tout de suite, il a très vite compris le potentiel que cette petite femme avait. À Londres, elle s'est mariée, elle a ouvert un salon dans Mayfair pour attirer les riches anglaises et les dames de l'aristocratie. Donc elle arrive à Paris et évidemment, the place to be, c'est le Faubourg Saint-Honoré. Premier salon, 255 rue du Faubourg Saint-Honoré, en 1912 quand elle va s'installer à Paris avec sa famille et qui est décoré par quelqu'un de très en vogue à l'époque comme ensemblier décorateur qui est André Groult, qui est autre que le beau-frère de Paul Poiret. Et puis elle va ouvrir un deuxième salon, donc en fermant celui-là plus spacieux. Il y avait tout dans son salon, n'est-ce pas? Il y avait de la gymnastique, il y avait... Oui, elle était très attachée au fait que la femme devait être belle dans son ensemble, si je puis dire. C'était pas seulement les visages, mais également il fallait prendre soin de son corps, ce qui était très avant-gardiste. Hein. C'est très très beau. C'est quand tu l'utilises beaucoup? Beaucoup. Quand on essaye de parler de qui elle était, son amour pour la science, les laboratoires. C'est vraiment la photo qu'on utilise le plus, je pense. Parce qu'elle a ouvert très vite des usines, à Saint-Cloud et après à Long Island. Elle a toujours mis la main à la pâte, si j'ose dire. Elle a participé à l'élaboration des formules, etc. Elle était passionnée par ça. Ça c'est Chiné Opus peut-être, ou ça a été copié, mais regarde la beauté de la poudre, d'un poudrier Helena Rubinstein. Là aussi, c'est extrêmement visionnaire, parce qu'elle a mis dans un seul petit poudrier, en fait, elle a mis la poudre. Elle a mis 2 couleurs de blush et un rouge à lèvres. Et un rouge à lèvres, c'est fou. Donc c'est 3 en 1, ce qui est quand même extrêmement nouveau. Ça n'existait absolument pas à l'époque. Hein, et puis là, ce qui est extraordinaire aussi, ce sont les réclames, les publicités. C'est magnifique. Moi, j'adore. C'est tellement visuel. Alors, il y avait le salon de beauté, et les salles où elle massait, où elle donnait des bains. Mais là, c'est de l'électrostimulation. Ah, de l'électrostimulation, c'est ça. Et l'électrostimulation à l'époque, c'était incroyable. Et donc elle est arrivée aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, elle a laissé ses enfants et son mari à Paris, elle a pris le bateau. Et donc elle a commencé à tourner dans les États-Unis pour savoir où elle allait mettre ses salons. Elle a commencé par aller voir les directeurs des grands magasins. C'était l'usage à l'époque de mettre des corners. C'était complètement C'était avant-garde aussi. Pionnier, avant-gardiste et nouveau. Hein. À partir du moment où elle est arrivée aux États-Unis, elle a commencé à démocratiser la beauté. Avec ses usines, elle a commencé à fabriquer beaucoup plus de crèmes, à les vendre un peu moins cher, mais il y avait quand même toujours un prix à la beauté, et c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Et surtout, ce qui m'a fascinée, elle a exigé que les femmes qui vendaient ces produits soient aussi des démonstratrices et qu'elles expliquent aux clientes comment les mettre, comment mettre la crème, et elle a ouvert une école d'esthéticienne à New York. Une école de beauté, hein, donc non seulement elle a créé le métier d'esthéticienne, qui n'existait pas. Donc elle les formait, etc. Et puis elle a créé un beauty school, des beauty class, comme elle disait, où elle apprenait aux femmes à comment s'appliquer la crème, comment prendre soin de sa peau, comment se masser la peau, etc. Et donc à New York, c'est là qu'elle a donné cours à sa grande liberté de création de très 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 beaux salons. Tous ces salons étaient plus somptueux les uns que les autres et les Américains étaient extrêmement étonnés par cette femme qui arrivait, qui leur donnait finalement des leçons de modernisme et de décoration. Tous ces salons ont paru dans les plus belles revues de décoration. C'était à la fois son penchant évident pour la décoration et pour le design et pour ce qui était nouveau, et puis du marketing aussi, il faut bien le dire, parce que plus on parlait d'elle et plus on montrait ce qu'elle faisait, et mieux plus elle était contente.
Et donc voilà, ça c'est la fin de l'expo. Donc elle meurt en 65, tous ses héritiers dispersent ses œuvres, et puis la marque dégringole, et puis elle finit dans le giron de L'Oréal. Et là, maintenant, ça c'est reparti. Aujourd'hui, on vit un bonheur absolu. Effectivement, la marque a une plus forte croissance, je dirais même du groupe. C'est un très bel exemple, c'est un bon rôle modèle aussi pour les femmes. Quelle leçon, oui, quelle leçon. Ah ouais, c'est fou. Hein. Il n'y en a pas des comme elle, hein. Il y en a très peu. Franchement, je ne l'avais pas trouvé. Je crois qu'elle est absolument unique dans son genre. Ouais, on aime bien notre petite grand-mère. Hein, ah, parce oui, que depuis le début, quand elle ressemble à Scarlett O'Hara sur son bateau, partant à l'aventure jusqu'à la fin. Quelle aventure. Quel destin de vie. En fait. Quel destin. Hein. L'aventure de la beauté, l'aventurière de la beauté, c'est vraiment elle. Hein. C'est vraiment elle. Ouais.